Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission, Samir Ourosama, Joachim Italake et Germain Pouli. L'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, dont 3 ont été libérés, a été sur la table des chefs d'État de la CEDEAO. D'après le président de la commission de la CEDEAO, Dr Touré, un délai a été fixé au Mali pour procéder à leur libération. Selon le président de la commission de la CEDEAO, les chefs d'État exigent donc la libération des 46 soldats restants encore détenus sur les 49 au préalable. C'est ce qui a été confié à des journalistes. On va suivre cet élément qui fait le compte rendu de ce sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Et on revient pour la suite. Les transitions démocratiques et la lutte contre le terrorisme, ce sont les principaux objectifs du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Réunis ce 4 décembre à Abuja au Nigeria, la CEDEAO donne un ultimatum au Mali pour la libération des 46 soldats ivoiriens. The leaders have also looked at the transition. Les dirigeants ont exprimé leurs préoccupations concernant la détention continue de 46 soldats ivoiriens au Mali et appellent les autorités maliennes à libérer les soldats au plus tard le 1er janvier 2023. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour obtenir la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Au cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit et ils ont pris la décision de prendre certaines mesures. Autre mesure prise, la CEDEAO annonce la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel, défini comme un instrument d'intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels dans la sous-région. Cette force sera financée par la CEDEAO. Alors, Germain Pouli, la CEDEAO qui donne un ultimatum au Mali, au cas où, c'est ce qui nous intéresse, au cas où ces militaires ne sont pas libérés, des décisions ont été prises. Alors, on va revenir sur l'affaire des 46 militaires ivoiriens. Qu'est-ce qui empêche toujours leur libération? On ne comprend pas ce qui empêche leur libération, surtout qu'il y a eu une médiation qui a été sollicitée du côté malien avec un médiateur parallèle à celui de la CEDEAO, qui est le président de la République togolaise qui a fait un grand travail. Et ils étaient 49, 3 ont été libérés et nous pensions que tout était prêt pour que la suite soit heureuse. On a vu un peu les autorités ivoiriennes aussi accéder à certaines exigences du Mali, présenter des excuses et promettre donc pour les prochaines fois de pouvoir un peu s'aligner derrière les consignes maliennes avant quelque action que ce soit dans ce pays-là. Donc on en était là quand on a vu malheureusement les positions se durcir. Donc avec cette affaire d'échange de prisonniers, des personnalités recherchées par Bamako qui devaient être rendues à la justice malienne. On a vu aussi d'autres exigences qui sont venues s'ajouter. Et on pensait que ça allait avancer. Il y a eu après une autre session de la CEDEAO, au cours de laquelle on a observé qu'il n'y a pas eu de grandes avancées. Entre-temps, il y avait le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire qui était invité au Mali. La rencontre n'a finalement pas eu lieu. Des émissaires de la CEDEAO aussi devaient se rendre au Mali pour espérer ramener ces 46-là. À cette époque, le médiateur togolais était pratiquement au Japon. On ne l'a pas vu donc dans la capitale malienne. Et on sent quand même un certain agacement de la CEDEAO sur une question qui aurait pu être réglée entre frères, entre pays frères. Mais on constate que le Mali fait monter des enchères. Certains pensent que le Mali a suffisamment de preuves que ces éléments-là étaient vraiment des mercenaires. Et on a vu aussi, du haut de la tribune des Nations Unies, en septembre, où le secrétaire général de l'ONU lui-même
a pris la parole pour dire que ce n'étaient pas des mercenaires et qu'il fallait les libérer et qu'il était en discussion avec le Mali pour que ça se fasse. Donc plusieurs mois après, ça fait 4 mois qu'ils sont détenus. On apprend que l'instruction a été bouclée donc à la fin du mois de novembre et que l'affaire est devant le parquet. Alors, est-ce qu'on peut le libérer avant un jugement ou est-ce qu'on peut le juger et le libérer après? Je pense que la CEDEAO aujourd'hui a donné un délai de moins d'1 mois finalement, puisque d'ici le 1er janvier, il faut que les autorités du Mali libèrent ces 46-là. Est-ce qu'ils seront jugés? Parce que ce que l'opinion africaine a besoin de savoir, c'est effectivement, comme le disent les autorités maliennes, est-ce que c'était vraiment des gens qui sont venus faire un coup d'État donc au Mali ou est-ce que c'est autre chose? Il faut, à défaut d'apporter cette preuve-là, excusez-moi, je crois que le Mali gagnerait à libérer ses frères africains parce que l'Afrique soutient le Mali dans son combat contre l'Occident, mais quand ça devient un combat entre Africains, ça devient compliqué. Je pense que sur ce terrain-là, le Mali est en train de perdre un peu le soutien d'une bonne frange de la population africaine, même si on a beau dire que Ouattara reste le bras droit de la France, donc dans la sous-région ouest africaine. Cette réunion donc du Nigeria la dernière fois montre quand même un soutien total des autres pays à la Côte d'Ivoire et un agacement donc général dans la communauté où on pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut pouvoir régler cette affaire et les autorités maliennes donc, ont 1 mois pour s'exécuter. Est-ce que ce que l'ONU n'a pas réussi à faire, la CEDEAO réussira à le faire? Je crois que c'est la question. Mais en même temps, le président annonce des sanctions et des actions. Et je pense que le Mali n'a pas d'intérêt à vraiment être en guerre avec le monde entier et surtout avec ses voisins les plus proches. Avant peut-être de parler de ces actions et surtout de ce que la CEDEAO peut faire au Mali, de ces sanctions, on va toujours parler des 46 soldats qui sont toujours restés au Mali. Samir Ouro Sama, Germain Pouli l'a dit dans son développement, il y a des voix qui se sont levées. On avait entendu le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Il y avait le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, celui en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, et certains présidents africains qui ont demandé la libération des 46 militaires ivoiriens. Ce n'est toujours pas fait. Est-ce que le Mali va peut-être écouter, si on peut le dire, la CEDEAO? Je pense qu'ils ont intérêt à écouter et cette fois-ci à mettre en œuvre ce qui a été décidé au sommet de la CEDEAO sur cette question-là. Vous savez, dans l'espace communautaire de la CEDEAO, le Mali n'est pas une puissance. C'est-à-dire qu'en termes des grands poids dans l'espace communautaire, le Mali n'est pas bien classé. Quand on revient dans l'espace UEMOA, le Mali n'est pas une puissance économique. Donc je pense que l'arme qui est aujourd'hui brandie par les pays membres de la CEDEAO, c'est soit le pouvoir de Bamako accepte de libérer les 46 soldats, soit on sera obligé de les infliger des sanctions économiques. Et nous avons vu par le passé ce que cela a engendré sur l'économie du Mali. Et vous avez vu comment ils ont fait des va-et-vient au Togo ici pour solliciter l'appui du chef de l'État dans cette affaire-là. Vous avez vu l'engagement du Togo. Même si on nous dit que les gens n'ont pas senti ces sanctions de la CEDEAO. Mais c'est ce qu'ils ne peuvent dire. C'est ce qu'ils ne peuvent dire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas admettre ouvertement que les sanctions qui ont été prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas vraiment eu un impact sur l'économie malienne. Ils ne peuvent que dire cela pour pouvoir garder leur popularité, entre guillemets, au sein de l'opinion nationale. Ce que moi je voudrais dire sur ce dossier-là, c'est que je pense qu'on a trop donné du temps aux autorités du Mali sur cette affaire-là. Vous savez, dans nos pays africains, notamment dans l'espace communautaire et dans la plupart des pays, la Constitution a prévu une mesure qui fait de telle sorte que on ne peut pas accepter l'extradition des ressortissants nationaux. C'est-à-dire ce que vous ne voudrez pas qu'on fasse à vos ressortissants, vous ne pouvez pas faire ça
aux autres pays. C'est-à-dire que l'exigence de Bamako comme quoi la libération des 46 militaires doit être en contrepartie, si je peux appeler ainsi, des privilèges que le pouvoir de Abidjan voudrait bien accorder aux autorités maliennes en extradant les dirigeants, les personnalités politiques qui sont recherchées par la junte au pouvoir. Donc je pense que chaque pays au sein de l'espace communautaire jouit d'une souveraineté, donc a une certaine autonomie, et la CEDEAO ne pourrait pas intervenir militairement. Ça va être très compliqué. On risque on risque de s'aimer du désordre dans certains pays ou dans l'espace communautaire. Plus aux sanctions, ce qu'on pouvait faire et ce qu'on doit faire. Et je pense que les autorités maliennes, et surtout qu'on a annoncé le déplacement du chef de l'État Fogna Singbe à Bamako, et au regard de tout ce que le Togo a apporté au Mali, dans les moments où ce pays-là était exclu de la CEDEAO, dans les moments où ce pays-là recherchait des soutiens pour qu'on puisse lever les sanctions économiques qui pesaient sur l'économie nationale. Je pense qu'au regard de tout ce qui a été produit par le Togo, notamment par le chef de l'État, il serait mieux et raisonnable, et cela va dans leur intérêt, d'accepter, libérer les 46 militaires. Comme le doyen Germain Pouli l'a dit, nous sommes dans un espace communautaire, nous sommes entre Africains, et lorsqu'il y a un problème, nous devons en discuter, nous devons parler, trouver des solutions adéquates. Nous ne pouvons pas aller à la confrontation. Le Mali ne gagnerait pas à ce que la CEDEAO puisse intervenir militairement dans le pays, ou le Mali ne gagnerait pas à ce que les sanctions économiques soient encore prises. Vous savez qu'il vient de sortir de cela, donc il y aura un impact considérable sur l'économie du Mali qui souffre déjà, et je pense, et je le souhaite vraiment, que le Mali entende raison cette fois-ci, et que le déplacement de chef de l'État ne soit pas un déplacement vain, un déplacement inutile, que cela puisse aboutir véritablement à quelque chose de concret, et qu'au soir de sa visite au Mali, qu'on puisse annoncer que les 46 militaires ivoiriens ont été libérés, que le climat vraiment a repris de toute belle sa nature. Alors, Joachim Talaké, le Mali a toujours affirmé qu'il détient les preuves. Ces preuves qui prouvent à suffisance, qui montrent à suffisance que ces militaires ivoiriens sont des mercenaires. Quand on voit la décision de la CEDEAO, est-ce qu'on peut conclure que c'est quand même une pression de la communauté sous-régionale? Oui, ici il faut partir sur une base. Et lorsque le Mali accusait la France d'ingérence au sein de leur État, je pense qu'elle avait toujours la possibilité, ou elle voulait toujours avoir la possibilité de brandir ses preuves au Conseil de sécurité de l'ONU, chose qu'on ne l'a jamais donnée. Alors, il faut revenir sur les faits et regarder au fond du dossier pour voir de quoi accuse le Mali aux 49 militaires et dont 3 femmes libérées, et connaître réellement le dossier à fond. Pour moi, le diagnostic est très important. Et chacun ici, nous sommes d'accord qu'il faut qu'il réussisse vraiment à entériner cette histoire à travers la forte négociation. Mais ce qui me fait mal et ce qui m'écoeure, c'est de savoir, est-ce que le Mali peut accepter libérer des gens dont il détient des preuves comme ils sont des mercenaires sans un procès public? Est-ce qu'on a toujours les preuves? Parce qu'on en parle officiellement. Le Mali affirme qu'ils ont des preuves qui lui permettent de maintenir ces soldats-là, chose que personne ne souhaite. Mais ici, il faut rappeler que, pour moi, il faut un diagnostic, et il faut aussi organiser, si possible, je pense, un certain procès public qui permettra aux deux parties de pouvoir se confronter avec des preuves à l'appui, pour qu'au vu, au su du monde entier, on puisse clarifier cette histoire-là. On a toujours l'habitude de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui connaître et faire de la justice sans la vérité.
Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, il faut forcément qu'on connaisse, on découvre les preuves dont détient le Mali. Il faut que le Mali arrive à prouver cela. Et c'est ce que le président de la République, notre président de la République, Faure Essozeno Gnassingbé, est censé aller faire. Moi, je crois qu'à la table des négociations, le président serait là à les écouter. Et le Mali va brandir les preuves. Le Mali peut brandir ses preuves. Ils ont eu des occasions pour brandir ces preuves-là, mais ils n'ont jamais fait. Justement, ce que Samir Ouro-Sama dit, il y a eu tellement d'occasions. Il suffit d'une conférence de presse peut-être pour brandir les preuves. Il y a eu tellement de situations, on nous parle des preuves qui ne sont toujours pas fournies. Je vais vous dire quelque chose. Dans la diplomatie des États, il faut une situation un peu plus particulière pour parler d'une situation particulière. Vous savez, lorsque la question des 49 militaires est arrivée au Mali, en tout cas dans la sous-région, entre les mains de la CEDEAO et tout, il faudrait qu'on ait une situation un peu plus particulière et donner la chance au Mali, devant celui qui l'accuse, de pouvoir brandir ces preuves-là. Elle ne peut pas dire, bon voilà, dans la diplomatie, ça ne se passe pas en fait. On ne peut pas faire une conférence de presse pour dire que bon, voici les preuves, voici tel. Non, moi je trouve que le Mali, même si aujourd'hui nous déplorons que jusqu'ici les 46 militaires sont encore maintenus, moi je trouve que le Mali, il faut qu'on lui donne la chance de pouvoir s'exprimer. À moins que ce Mali refuse de s'exprimer, il faut que le négociateur qui est en cours avant donc le 1er janvier 2023 puisse vraiment accorder la chance là au Mali de pouvoir discuter à fond et de découvrir le fond du dossier afin de pouvoir sortir de cette négociation grandie. Je le dis souvent, les sanctions ne sont toujours pas bonnes pour un pays. Ça n'arrange pas la masse, ça n'arrange pas le peuple. Parce que quand on sanctionne, ce n'est pas Assimi Goïta qu'on va sanctionner. Non. Ce n'est pas les ministres qu'on va sanctionner. Peut-être que ce n'est pas seulement le Mali même. Voilà, ça tombe directement sur le peuple. Et puis, sur le peuple, parce que nous sommes en interaction, il y aura forcément des retombées de ces sanctions qu'infligera la CEDEAO à nos pays. Et même le Togo fera partie aussi. Alors, je voudrais ajouter deux éléments. Le premier élément, c'est que la chambre d'instruction du tribunal de première instance de Mali a bouclé la phase d'instruction. Vous comprenez? Elle a bouclé la phase d'instruction de cette affaire et elle a du mal à organiser le procès depuis là parce que les autorités maliennes profitent de cette situation pour obtenir quelque chose en contrepartie. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les autorités maliennes attendaient cet incident-là pour pouvoir exiger du pouvoir d'Abidjan qu'on puisse extrader. Parce que si vous parlez des preuves qu'ils doivent pouvoir brandir par rapport à cela, vous savez que au sein des Nations Unies, et que les forces qui ont été mobilisées par la Côte d'Ivoire dans ce sens-là, et vous avez vu, si je peux l'appeler ainsi, vous avez vu le soutien apporté par le secrétaire général à la Côte d'Ivoire dans ce sens-là. Donc, sur cette base-là, vous vous retrouvez seul et isolé face au monde. C'est-à-dire que vous vous mettez à dos la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, vous vous mettez à dos l'ONU, vous vous mettez à dos l'Union africaine. Comme à dos, il est, si on peut le dire, l'élément des Occidentaux et surtout de la France en Afrique. Le secrétaire général de l'ONU ne peut que le soutenir. Moi, je pense que c'est trop facile de dire que le président Ouattara est la main sombre de la France, à moins que nous apporte des preuves palpables qui prouvent que le président Ado... Et les faits ne le prouvent pas suffisant. Donnez-nous un exemple des faits. Moi, je pose juste une question. S'ils sont capables de nous donner les faits qui prouvent que dans cette situation-là, du vivre ensemble dans la CEDEAO, le président Ouattara est le pion de la France pour déstabiliser les pays, qu'il en sorte et que les pays membres de la... Et puis, pour rappel, la CEDEAO n'est pas que composée que des francophones. Et les pays anglophones sont plus puissants d'ailleurs, même que les pays francophones. Et vous voyez le Nigeria. Donc moi, je pense personnellement qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les autorités maliennes ne possèdent aucune preuve. J'ai envie... Ils n'ont aucune preuve sur cette affaire. C'est une divergence qui
sont en train de faire et ils veulent obtenir en contrepartie de cela que les autorités ivoiriennes puissent extrader les autorités ou les personnalités maliennes qui sont recherchées par la junte au pouvoir, c'est tout. Justement, avant de retrouver le doyen Germain Pouli, une question à vous, vous êtes juriste de formation. Quand il parle de contrepartie, vous pensez que si c'était vraiment des mercenaires, les autorités maliennes demanderaient une contrepartie de la part Non, c'est pour ça que je dis que cette affaire a déjà quitté le terrain juridique, le terrain de la justice. C'est une affaire politique. Et c'est une affaire politique de haut niveau. Vous savez, quand l'affaire ou la phase d'instruction a été bouclée par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Bamako, il ne restait plus rien que d'organiser le procès. Et on n'a pas besoin de créer une cour spéciale ou un tribunal spécial pour juger les militaires. Donc, c'était une diversion. C'est pour dire, bon, soit vous acceptez en contrepartie ce que nous vous demandons, soit on va organiser un simulacre de procès, puis on va condamner, puis à la fin, vous serez obligé de courir à gauche, à droite pour demander la mobilisation diplomatique pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut vous libérer. Mais je suis convaincu d'un fait, que les autorités maliennes, à l'heure où nous parlons, ne veulent pas que le procès ait lieu. Ils ne veulent pas cela. Ils veulent négocier avec les autorités ivoiriennes et le président Ouattara n'est pas prêt du tout à extrader les personnalités recherchées par la junte au pouvoir. Et ce qui serait mieux, et moi si j'étais à la place de la junte au pouvoir, je ne peux pas me mettre à dos toutes ces puissances-là, toutes ces organisations internationales et qui ont un poids considérable, qui peuvent en un rien de temps créer une situation qu'ils ne pourront plus maîtriser. Donc je pense que c'est la mission de dernière chance. Je pense qu'ils feront mieux d'écouter le chef de l'État quand il va se déplacer, puisque ils ont fait les va-et-vient au Togo et nous savons avec quel engagement le Togo s'est engagé à accompagner son ami pays frère et peuple malien pour sortir de cette ornière-là. Donc je pense que cette affaire a déjà quitté le terrain juridique et on n'est que sur le plan politique. Et sur le plan politique, soit on est prêt à perdre un peu et gagner, soit on est prêt à perdre tout et puis bonjour les sanctions. Je pense que ça n'arrangerait pas les autorités maliennes sur ce point-là. Alors, Germain Pouli, vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre analyse, c'est toute l'Afrique qui est derrière le Mali dans son combat, mais finalement les gens sont fatigués parce qu'on a l'impression que le Mali affronte également les pays qui sont ses frères. Alors, est-ce que selon vous, le Mali va céder à la pression de la CEDEAO? Le Mali devrait, ce n'est même pas une pression, c'est tout à fait normal ce que demande la CEDEAO parce que, vous savez, le Mali a embarqué une bonne frange des Africains dans une lutte anticolonialiste contre les Français, les Occidentaux. Jusque-là, ça a pris un peu. Et le comble dans cette histoire, on en parlait la dernière fois, parce qu'entre-temps, il y avait deux militaires français qui avaient été arrêtés au Mali et qui ont été libérés. Alors maintenant, vous arrêtez des militaires africains, des Noirs, que vous gardez. Et comme Samir le disait tout à l'heure, si vous êtes sûr que vous détenez les mercenaires, pourquoi les échanger contre les autorités politiques de l'ancien régime, donc qui sont... à Abidjan, c'est deux affaires différentes. Vous jugez ceux qui sont venus vous déstabiliser, vous apportez les preuves, vous attendrez le moment où ça sera possible de mettre la main sur les Maliens qui sont donc réfugiés en Côte d'Ivoire. Non, je pense que c'est là où le Mali a péché en voulant échanger ces 49 militaires au départ contre les ressortissants maliens. Ça veut dire c'est là où se trouvait la bourde. C'était une faiblesse. C'était plus crédible. La version du coup d'État a reçu un coup au niveau de cette revendication-là. Si vous êtes convaincu que les gens sont venus vous déstabiliser, mais pour rien au monde, vous allez les échanger. Vous allez les juger, les punir comme il faut. Les autres, vous avez tout le temps de les prendre le jour où vous pourrez. Donc ça a été une faiblesse. Après, aujourd'hui, soit, moi je pense qu'il y a quand même deux scénarios possibles. Si à supposer
que les Maliens aient vraiment les preuves qu'il y a un attentat, parce qu'on ne peut pas aussi totalement balayer tout ça d'un revers de main qu'il n'y a rien, à supposer qu'il y ait eu un complot, que ce soit des mercenaires, que le Mali les juge. Le Mali a 1 mois pour les juger, au cours d'un procès équitable qui garantit tous les droits de défense à ces prévenus-là, et révèle les faits et les condamne. Maintenant, après, le président a toujours l'opportunité d'accorder une grâce à ceux qui sont condamnés, de les libérer, si tel est qu'ils sont vraiment des mercenaires. Or, apparemment, le Mali n'est pas pressé pour les juger, donc n'est pas pressé pour apporter la preuve que c'est des mercenaires. Et donc, pour vous, ça cache quelque chose. Oui, d'où l'impatience de la CEDEAO qui se disait, bon, vous prétendez avoir des preuves, on vous a laissé au moins 4 mois, vous prétendiez avoir des aveux des gens et tout ça. Mais balancez-les, au moins on saura que vous avez raison et on peut négocier après. Donc là, je pense qu'on arrive un peu à ça. Mais il n'appartient pas au médiateur de la CEDEAO, au médiateur Faure Gnassingbé d'aller juger cette affaire. Il ne va pas l'avoir pour qu'on lui présente les preuves de quoi que ce soit. Lui, il est allé apporter un message de la CEDEAO. Il est allé continuer son travail, qui est la médiation, et on sent quand même qu'il est un peu agacé par cette affaire. Vous savez qu'il était attendu à Bamako après le sommet extraordinaire qui a eu lieu à New York. Il est allé à Tokyo. Le président a préféré aller renouer et renforcer les partenariats entre le Togo et le Japon, plutôt que d'aller dans un merdier où il a montré sa volonté au moment où tout le monde était contre le Mali. Il était le seul à convaincre les autres pour qu'on lève les sanctions. Et aujourd'hui, on le met un peu en difficulté. Je crois que les autorités maliennes devraient revoir totalement leur copie, parce que Faure Gnassingbé ne va pas les défendre sur tous les fronts. Il est africain, on a des intérêts dans une communauté. Si au moins le Mali a raison, qu'il brandisse les preuves, qu'il juge les 46, et on verra si les preuves sont solides. Qu'il les condamne. Et après, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, en ce moment, peut négocier. Mais vous gardez les gens, vous avez bouclé l'instruction, vous ne les jugez pas, vous êtes là. Non, je pense que ces militaires qui sont soutenus encore un peu gagneraient vraiment à régler cette affaire africaine entre Africains. Il ne nous appartient pas de nous narguer les uns les autres, et qu'on passe à autre chose et que la CEDEAO puisse vraiment accompagner la transition qui est en train de se mettre en place donc, au Mali. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient pour la suite avec nos chers invités.